Le capitaine et le second sont trop stupéfaits pour parler. Le matelot n'est pas seulement devenu fou, il est devenu méconnaissable. Quelque chose sort de son orbite oculaire. Des dents. Un amas de dents qui pousse sans arrêt, serpentant hors des orbites, là où ses yeux devraient être, comme des mauvaises herbes. À leur grande horreur, le matelot plonge la main dans l'orbite et arrache une des dents, la met dans sa bouche et la mâche. Alors qu'ils tournent la tête, ils aperçoivent le côté de son crâne, couvert d'autres dents tordues et jaunies qui poussent hors de son crâne, leurs racines s'enfonçant sûrement dans son cerveau. Cela ressemble plus à des bernacles sous la coque d'un navire qu'aux côtés d'une tête humaine. Le capitaine sait qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, leur cargaison doit être jetée par-dessus bord. C'est elle qui fait ça? Le 19 octobre 1985, le cargo, le SS Mavis, naviguait en direction du Royaume-Uni. En moins d'une semaine, des agents de la fondation SCP retrouvèrent le navire. Il s'était échoué au large de la côte est de l'Angleterre, sans aucune trace de l'équipage, ni, plus important encore, de leur cargaison. SCP-4667. Cette anomalie a réussi d'une manière ou d'une autre à échapper à la capture de la Fondation pendant près de 4 décennies depuis lors, bien que ce qu'ils allèrent découvrir dans l'épave du Mavis allait révéler davantage sur cette entité insaisissable. Le SS Mavis suivait une route depuis un port en Russie vers le Royaume-Uni, transportant plusieurs personnes originaires de Birkisk en URSS. Les recherches et les preuves recueillies par la Fondation indiquent que l'une de ces personnes était Iosif Yekaterina, un dentiste local de la région. L'autre était une femme muette, âgée de 26 ans, désignée uniquement sous le nom d'Ivadent, selon les dossiers partiels récupérés du Mavis. Son nom de famille reste inconnu et on pense qu'il a été perdu. Au moment de la découverte de l'épave, la Fondation a supposé qu'il s'agissait de UX transfuges soviétiques fuyant l'URSS pendant la guerre froide, ayant été introduits clandestinement à bord du cargo. Cependant, il a rapidement été déterminé que ces deux individus étaient loin d'être de simples civils. Joseph Yekaterina avait quitté la Russie après avoir contacté un de ses collègues en Grande-Bretagne, avec qui il avait discuté d'une découverte inhabituelle qu'il avait faite concernant l'un de ses patients. Cette patiente était évidente, ce qui a poussé Yekaterina à emmener la jeune fille avec lui à bord du Mavis pour rendre visite à son associé au Royaume-Uni, un certain Russ Stanford, un homme connu de la fondation SCP. À l'époque, Russ Stanford avait attiré l'attention de la Fondation en raison de son rôle de chef d'un groupe d'intérêt de plus petite envergure, désigné sous le nom de GDI 0435, le collectif des dentistes de Grande-Bretagne. Bien qu'il n'ait guère été considéré comme un risque de sécurité aussi important que l'insurrection du chaos ou la division P du GRU, l'étude des anomalies par le collectif des dentistes était devenue plus répandue sous la direction de Russ Stanford, poussant la Fondation à surveiller de près leurs activités. Ils avaient débuté comme syndicat de dentistes, mais, pour une raison inconnue, sous la direction de Stanford, le collectif des dentistes de Grande-Bretagne s'était tourné vers l'étude de pratiques et troubles dentaires génétiques anormaux. D'où l'intérêt apparent de Russ Stanford pour Evadent. En plus d'être muette, la femme soviétique avait reçu un diagnostic d'anodontie totale, un trouble génétique qui provoque une absence complète de dents. Mais il y avait autre chose dans son état qui avait poussé Yekaterina à contacter Stanford. La Fondation a depuis déterminé qu'Evident est SCP-4667. En apprenant la condition dentaire anormale de la patiente Yekaterina, Stanford était impatient de l'examiner lui-même. Il a demandé qu'elle soit transférée dans son bureau au Royaume-Uni et a correspondu directement avec Yekaterina afin d'organiser leur exfiltration clandestine hors de l'URSS. Ils ont obtenu le SS Mavis, un navire de transport de marchandises britannique, pour transporter le dentiste et sa patiente anormale en soudoyant l'équipage à bord. Il a aussi été convenu qu'en échange d'un passage sûr vers le Royaume-Uni, Yekaterina servirait de médecin du navire si nécessaire. Avec l'accord des travailleurs du cargo pour faire passer clandestinement les deux prétendus transfuges, le Mavis a pris la mer, Evident enfermé dans une petite pièce à côté de la cale. Au moment où le navire s'est échoué sur les côtes du Royaume-Uni, Yekaterina et SCP-4667 avaient tous deux disparu. Le reste de l'équipage n'a pas eu cette chance. À bord du SS Mavis se trouvait le capitaine Bolislav Kondra, le premier officier Carlton Tilda, le chef mécanicien du navire Kenelm Hiram, Wilhelm Kahl, le second officier, et le matelot Sebastian Wendell. Lors du transit initial de l'URSS vers le Royaume-Uni, Wendell surveillait Evident dans sa chambre. Lui et Kahl ont évoqué son activité, remarquant qu'elle faisait les 100 pas à l'intérieur.
Aucun n'avait été informé de la raison de sa rétention dans la soute. Il savait seulement par Ekaterina qu'elle était muette et sans dents. De plus, leur capitaine ne leur avait pas expliqué sa présence à bord. Après avoir monté la garde un moment déjà, Wendell demanda à Cale d'aller lui chercher une chaise, mais il se mit à tousser légèrement dès que son camarade quitta la pièce. Il essaya de parler à Évidente, lui demandant si elle avait besoin de quelque chose et lui proposa même les restes du dîner précédent. Soudain, Wendell sentit sa toux devenir plus violente et il leva la main pour couvrir sa bouche. Il sentit un objet frapper sa paume, l'attrapa par réflexe, puis se sentit nauséeux en ouvrant les doigts pour voir ce que c'était. C'était une dent humaine. Une dent humaine anormalement allongée. Regardant par la fenêtre dans la pièce où se trouvait Évidente, Wendell la remercia, puis remit la dent dans sa bouche d'un geste désinvolte, la croqua bruyamment, avant de finir par l'avaler. Bien qu'il ait dit au patient dentaire anormal qu'il allait bien, il recracha vite une autre dent très longue. Eh bien, si vous insistez. Ailleurs sur le navire, sur la passerelle, le capitaine Conrad tenait la barre et dirigeait le Mavis tout en fredonnant distraitement pour lui-même. En consultant une carte, il ressentit soudain une crampe à la main, pensant à une poussée de son syndrome du canal carpien. À sa grande surprise, cependant, alors qu'il tendait la main pour attraper un crayon, un léger craquement le fit retirer brusquement sa main. D'une manière ou d'une autre, l'ongle de son index gauche s'était fissuré et bombait vers l'extérieur. À ce moment, Tilda, son second, entra sur la passerelle pour prendre la barre pendant que le capitaine allait consulter Yekaterina, leur médecin improvisé, au sujet de sa blessure. Voyant le capitaine Conrad entrer dans ses quartiers, Yekaterina se détourna de l'écriture dans son journal et demanda si tout allait bien avec son patient. Conrad assura à la dentiste que le matelot Wendell gardait un œil attentif sur elle avant de présenter son ongle abîmé à Yekaterina. Comme elle était ce qui se rapprochait le plus d'un médecin de bord, Yekaterina sortit une pince de son sac et commença à retirer les échardes de l'ongle de Conrad. Le capitaine grimaça, gardant la main sur la table de nuit, se demandant s'il ne vaudrait pas mieux simplement couper le doigt. Mais plus Yekaterina retirait de fragments, plus quelque chose apparaissait sous l'ongle de l'homme. Une autre longue dent humaine. Yekaterina a demandé au confus Conrad de rester immobile pendant qu'il retirait la dent de son doigt. Le capitaine a crié des obscénités, tandis que la douleur envahissait sa main, jusqu'à ce que la dent se détache de son doigt, le faisant saigner abondamment. Yekaterina posa calmement la dent sur la table de nuit et alla chercher de quoi stériliser et bander la plaie. En retenant un haut le cœur, à peine capable de prononcer quelques mots, Conrad demanda ce qui pouvait bien provoquer l'apparition d'une telle excroissance. La réponse du dentiste fut aussi simple que révélatrice. La fille perd le contrôle. Il expliqua du mieux qu'il put qu'il s'occupait d'Évidente depuis un certain temps et qu'elle avait, selon lui, un don. Yekaterina était certaine qu'elle maîtrisait cette capacité anormale, mais il semblait que ce n'était plus le cas. Alors qu'il sortait nonchalamment un mètre ruban de sa sacoche et mesurait la dent, le capitaine Conrad le pressa pour obtenir plus d'informations, mais il fut interrompu par Hiram, le chef ingénieur. Il était venu prévenir le capitaine que le Mavis allait trop vite et que le moteur lâcherait s'il continuait à cette vitesse. Frustré, Conrad en blâma Tilda, pensant que le premier officier ne faisait pas son travail. Il dit à Hiram d'aller chercher Tilda pendant sa pause cigarette et de le ramener à la barre du navire. Revenant à sa conversation avec Yekaterina, le capitaine Conrad exigea d'en savoir plus sur ce qu'Évidente lui faisait. Le dentiste expliqua qu'il n'était pas tout à fait sûr, mais que son collègue du collectif des dentistes de Grande-Bretagne, Russ Stanford, en savait plus. Tout ce que Yekaterina comprenait vraiment, c'est qu'Évidente pouvait faire pousser des dents. Au-delà de cela, pas grand-chose d'autre. Il n'avait pas de nom pour cette affection anormale. La dent qu'il a extraite du doigt de Conrad mesurait 32 mm de long, soit 10 mm de plus que la moyenne d'une incisive, et elle continuait de pousser. Pendant que Conrad quittait les quartiers d'Ekaterina, Tilda restait constamment à la barre du navire. Il ne pouvait tout simplement pas bouger. Suivant les ordres du capitaine, Hiram se dirigea vers la passerelle pour demander au premier officier de ralentir le cargo, mais il se figea sur place dès qu'il aperçut Tilda. Il recula, horrifié, mais commença aussitôt à se sentir étourdi. Dans un bruit sourd, Hiram s'effondra au sol, évanoui. Tilda ne bougeait pas. Il ne pouvait pas bouger. Son corps était couvert d'une multitude de ces mêmes dents allongées qui sortèrent de ses bras, de ses jambes et de ses mains, traversant ses ongles et perçant la peau de ses articulations alors que d'autres jaillissaient.
Les dents entouraient tout son corps et s'étaient entremêlées avec les commandes du navire, provoquant l'accélération progressive du Mavis. Alors que Hiram gisait inconscient sur le sol, un bruit de craquement se fit entendre. Une flaque de sang commença à se former sous lui. Dans la soute, quelque chose d'aussi étrange arrivait à Wendell. Il mâchait, mais on n'entendait aucun craquement. Sa voix était nettement pâteuse lorsqu'il demanda à Évidente si elle en avait encore pour lui. Lorsque Cale revint avec une chaise, Wendell se tourna vers lui et lui demanda s'il avait des dents en trop. Avant que le terrifié Cale ne puisse vraiment comprendre ce qu'il voyait, Wendell glissa 2 de ses doigts dans son orbite et en sortit une autre dent allongée. Puis il la mit dans sa bouche et commença à mâcher. Condra entra juste à temps pour voir la scène, le capitaine et son second complètement déconcertés et horrifiés par ce qui se passait. Wendell plaisanta que manger ses dents était préférable à la cuisine de Cale, tout en rappelant qu'il surveillait leur étrange cargaison. Le capitaine Condra expliqua tant bien que mal qu'Évidente jouait avec Wendell et qu'il n'était pas censé avoir des dents poussant de ses yeux. Sans prévenir, Wendell s'effondra, se tenant le ventre de douleur. Les fragments de dents dans son estomac continuaient de pousser et s'étaient tellement allongés qu'ils avaient réussi à percer son abdomen. Ils ne s'arrêtèrent pas, des pointes d'émail traversant sa chemise, tandis que Cale, sur ordre de Condra, prenait les clés du navire à Wendell. Le capitaine déclara qu'il voulait jeter Évidente par-dessus bord. Cale apporta les clés jusqu'à la porte, mais une autre dent poussa soudainement au bout de son index. Elle traversa son pouce, lui faisant lâcher les clés de douleur. Alors que les clés tombaient bruyamment au sol, Évidente passa la main sous la porte pour les attraper. Mais comme Condra la nargua vite, elle ne put déverrouiller la porte de l'intérieur. Dans la pièce annexe de la soute, Évidente jeta les clés dans un geste de frustration. Elle fixa la porte scellée et, ce faisant, des cris se firent entendre de l'autre côté. Condra et Cale eux-mêmes devenaient des masses de dents allongées, hurlant de douleur avant de se taire après quelques secondes. Au-dessus d'elle, Évidente remarqua que le plafond était convexe et se glissa dans un coin de la pièce, à l'écart de la bosse. Le plafond au-dessus d'elle commença à se fissurer sous la pression de quelque chose au-dessus, puis se brisa, laissant tomber une masse de dents à travers le trou ainsi créé. C'était, ou cela avait été, le corps d'Hiram, désormais criblé de ses dents allongées qui poussaient sur son dos et ses épaules. Le toit de la pièce latérale s'effondra, permettant à Évidente de s'échapper. Une colonne de dents en croissance la fit passer par le trou du plafond jusqu'à la passerelle du Mavis. Après avoir quitté la plateforme issue d'Hiram, Évidente se trouvait à la barre du navire. Les voyants de carburant faible clignotaient, tandis que la statue calcifiée de Tilda restait coincée à la barre du navire. Calmement et silencieusement, Évidente quitta la passerelle par une porte latérale qui la mena sur le pont principal du cargo. Là, le dentiste qui l'avait amené à bord préparait un canot de sauvetage. Yakaterina ne fut pas surprise de la voir s'approcher soudainement. Au lieu de cela, il s'adressa à Évidente en russe, lui disant « Tu sais que je tiens à toi et à ton art, contrairement à ces autres. J'attendrai ton approbation. J'espère que mon service vous a satisfait. » Après l'avoir observé un moment, Évidente retourna à la passerelle, laissant Yakaterina libre de quitter le Mavis en canot de sauvetage. Lorsque le navire finirait par s'échouer sur la côte du Royaume-Uni, il n'y aurait plus personne de vivant à bord, ou plutôt, il n'y en aurait plus au moment où la fondation arriverait. Mais ce ne furent pas eux les premiers sur le Mavis. Ayant anticipé l'arrivée du cargo, des membres de l'OGI 0435, y compris le chef du collectif des dentistes de Grande-Bretagne, Russ Stanford, arrivèrent rapidement sur le site du naufrage. C'était le 21 octobre 1985. L'arrivée du collectif des dentistes a été filmée par un membre avec une caméra vidéo. Stanford a affirmé qu'elle lui avait parlé la veille au soir, qu'elle voulait que le groupe voie quelque chose. Il a demandé au caméraman de garder la caméra stable, car d'autres voudraient le voir aussi. En s'approchant de l'épave du Mavis, Stanford reconnut rapidement qu'il s'agissait du cargo que Yakaterina avait soudoyé. Il a appelé pour savoir s'il restait quelqu'un en vie à bord. C'est alors qu'Évidente apparut sur le pont du Mavis. Stanford, avec la majorité du reste du groupe, l'a interpellé et a affirmé qu'ils avaient étudié son art. Ils ont qualifié la condition anormale d'Évidente de son œuvre divine et ont dit qu'ils avaient entendu ses cris dans les dents de leurs patients. Nous ne renonçons pas tous à ton don. Pas tous. Évidente esquissa un sourire, interrompant Stanford, tandis qu'une paire d'ailes se déployait dans son dos.
Elles étaient entièrement faites de dents allongées, bien que le caméraman filmant la scène n'ait pas pu obtenir une image assez nette de ce qui les maintenait ensemble. Stanford et le collectif de dentistes britanniques s'inclinèrent devant Evident. Leur chef s'adressa alors à la femme ailée anormale. « Va, montre clairement ton don, Evident. Montre-le clairement aux observateurs. » À ce moment-là, comme on peut le voir dans l'enregistrement, Evident a utilisé ses ailes dents pour s'élever dans les airs avant de voler vers le continent. Une fois qu'elle est sortie du champ de la caméra, les membres du collectif de dentistes ont commencé à marcher lentement dans la même direction qu'elle avait prise en s'envolant. Le caméraman a laissé tomber sa caméra, apparemment sans s'en rendre compte, alors qu'il rejoignait les autres qui marchaient silencieusement au loin. La caméra filmait encore à l'arrivée des agents de la Fondation. Plusieurs objets importants ont été récupérés sur le site de l'épave du SS Mavis, notamment les corps de l'équipage, une photo et la caméra, dont certains enregistrements étaient encore intacts. La photographie, supposée avoir été laissée tomber par l'un des dentistes, était une image en noir et blanc d'une de leurs réunions de groupe, datée de plusieurs années auparavant, montrant les membres du collectif assis autour d'une table. Au dos était inscrite la phrase « Réunion des dentistes, 1981 ». Nous devenons plus forts chaque jour. Parmi les personnes sur la photo, Russ Stanford se tenait debout de l'autre côté de la table. Suite à la récupération de l'épave du SS Mavis, la fondation SCP n'a pas pu déterminer où se trouve le GDI 0435. Les chercheurs ont supposé qu'il s'agissait de plus qu'un groupe de praticiens intéressés par l'odontologie anormale. D'après les preuves recueillies sur les lieux, ils semblent avoir été une sorte de culte d'origine ou d'intentions inconnues. Selon les dossiers obtenus par la Fondation, aucun membre du groupe n'a repris une activité normale après cet événement, et aucun n'a été signalé comme décédé. La recherche d'informations sur le collectif de dentistes se poursuit. Le SCP-4667 est également toujours en liberté. Bien que son existence soit connue, le SCP-4667 n'a jamais été placé en détention par la Fondation. Cependant, des détails sur sa condition anormale ont été établis grâce aux enregistrements récupérés sur l'épave du SS Mavis et au corps de l'équipage. Qu'ils possèdent leurs dents de lait ou leurs dents définitives, toute personne suffisamment proche du SCP-4667 commencera à développer des dents allongées sur l'ensemble de son corps. La portée de cette transfiguration dentaire anormale est estimée à une zone d'effet comprise entre environ 70 et 100 mètres. Une personne affectée par le SCP-4667 verra ses dents commencer à s'allonger lentement verticalement, poussant vers le bas dans la gencive et finissant par la traverser. Il est également connu que cela affecte d'autres mammifères, car une colonie de chauves-souris européennes a été trouvée à bord du Mavis, ayant également succombé aux effets du SCP-4667. De nouvelles dents commenceront à pousser de façon sporadique directement à partir du système squelettique du sujet, en commençant par la mâchoire puis vers le bas, avec d'autres excroissances apparaissant plus bas. Ces dents nouvellement développées commenceront également à s'allonger rapidement jusqu'à pouvoir percer des organes vitaux ou traverser la peau du sujet par en dessous. Cela se produit à un rythme sporadique et certains chercheurs de la Fondation ont émis l'hypothèse, sur la base des images de vidéosurveillance récupérées à bord du Mavis, que SCP-4667 est capable de contrôler au moins partiellement la vitesse à laquelle ces nouvelles dents poussent. Cependant, tant qu'elle n'aura pas été capturée, cela reste à confirmer. Ce qui est certain, c'est que cette croissance anormale des dents se poursuit même après la mort de la personne affectée. Ces personnes meurent généralement d'une perforation d'organes internes, causée par la croissance des dents. Le plus souvent, les racines des dents de la mâchoire supérieure s'allongent jusqu'à transpercer le palais et continuent leur progression jusque dans le cerveau. Mais ce qui est peut-être le plus étrange, c'est ce que la Fondation a découvert concernant les corps de l'équipage de Mavis après avoir été tués. Les cadavres des personnes affectées par SCP-4667 ne se trouvent plus à proximité d'elles. Les excroissances dentaires commencent alors à se courber collectivement pour former de grandes sculptures complexes. Des excroissances dentaires sur un membre de l'équipage ont formé une silhouette féminine ailée que certains voient comme une représentation d'Evident. La colonie de chauves-souris affectée par SCP-4667 a évolué pour représenter plusieurs petites figures humanoïdes, semblant être mal nourries et dans des états d'angoisse. Chez un autre membre de l'équipage, une sculpture dentaire de la figure ailée est apparue, bras étendus au-dessus de plusieurs humanoïdes. Sur un autre corps, plusieurs de ces figures humanoïdes semblaient joyeuses et tenaient ce qui ressemblait à de la nourriture.
La sculpture suivante, issue de ces excroissances dentaires, semblait montrer plusieurs figures humaines agressives, tandis que l'entité ailée s'envolait loin d'elle. La dernière, nettement plus grande et mieux construite que les autres statues, représentait la même humanoïde féminine ailée en train de pleurer. Les experts de la Fondation peinent à interpréter la signification de ces sculptures ou à comprendre comment elles se forment à partir d'un corps affecté par le SCP-4667. Les chercheurs espèrent que la récupération éventuelle du SCP-4667 apportera certaines réponses. On pense actuellement qu'elle se trouve quelque part entre la mer du Nord et la mer Baltique. La croissance anormale des dents chez la faune côtière et océanique est surveillée afin de déterminer son emplacement exact. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès maintenant. Allez maintenant regarder un autre dossier des archives du Dr Bob, comme SCP-478, les fées des dents.